Oh, d'abord, je suis sénateur Céline Hervieux-Payette. Mon siège de sénatorial est dans les cantons de l'Est du Québec. Je suis ici depuis 21 ans, mais j'ai été aussi députée et ministre dans le cabinet de Trudeau senior. Donc, j'ai fait une assez longue carrière politique, là, 27 ans. Et à part ça, j'ai été dans le secteur privé, dans le domaine du domaine de l'ingénierie et dans le domaine des télécommunications. Et une partie assez courte, mais quand même assez intéressante dans le domaine de l'alimentation. Puis j'ai été aussi avocat conseil dans un des grands bureaux d'avocats de Montréal pendant 10 ans. Et en fait, j'ai 3 filles. J'ai fait mon cours de droit de 30 à 33 ans. J'ai élevé les enfants et je suis retournée à l'université après, plutôt que de faire mon cours de droit dans la vingtaine. Et puis de prendre 5-6 ans pour avoir une famille, puis après ça retourner. Je trouvais que c'était plus simple de faire mes études plus tard, puis ça a très bien fonctionné. Là. Je dois dire que j'avais beaucoup d'aide. Étant fille unique, ma mère était très disponible pour m'aider. Et donc, j'ai eu du plaisir à faire mon cours de droit avec des plus jeunes que moi, qui avaient quand même dans la vingtaine. Et si je fais le tour de la question, mon parcours politique, c'est j'ai été, on est élu ici au Québec pour diriger les commissions scolaires. J'avais la troisième plus grosse commission scolaire de la province de Québec avec 27 écoles, 1000 employés et 15 000 élèves. Alors, j'ai quand même eu une expérience intéressante sur le plan politique parce qu'on était élus. Et comme j'étais présidente, j'ai eu un conseil d'administration qui, quand je suis arrivée, qui avait 19 personnes, dont 3 femmes. Et quand je suis partie, il y avait 11 femmes. Alors, donc, il faut quand même qu'il y ait une action. Ça ne se fait pas automatiquement. Il ne faut pas s'imaginer que le hasard va faire bien les choses. Le hasard ne fait pas du tout les choses. Non, puis de toute façon, j'étais la seule femme cadre supérieure dans une firme d'ingénierie. Vous imaginez d'abord, c'est pas un domaine de femmes, hein? Et surtout au moment où j'y étais, c'était encore moins un système qui était favorable aux femmes. Mais ça m'a jamais, moi, personnellement, mis de bâton dans les roues, en ce sens que, étant donné que je ne me mettais pas cette barrière intellectuelle-là, à savoir que j'étais une femme, donc j'étais pour avoir des problèmes, des ennuis, etc., et que je communiquais bien avec mes collègues, parce qu'il faut garder un langage aussi qui fait qu'on se comprend entre hommes et femmes. Alors, moi, j'étais pas tellement communiquais pas nécessairement avec des gants de velours. Les choses étaient directes et ça plaisait à mes collègues. D'abord, je présente pour la xème fois pour la raison très simple qu'on était dans des gouvernements minoritaires, donc on n'arrivait même pas en 2 ans à faire cheminer un projet de loi. Là, on a quand même un gouvernement stable pendant 4 ans. Sous le gouvernement antérieur, évidemment, ils étaient fermement contre. On avait beaucoup de sénateurs qui étaient des réformistes ou des gens d'extrême droite. Alors, la place des femmes, ce n'était pas nécessairement dans les conseils d'administration. J'ai eu droit à des discours un peu bizarres, même de la part de certaines femmes qui disaient que on va y arriver par nos propres moyens, nos propres qualités. Ben, même pas les hommes n'arrivent pas par leurs propres moyens, généralement. Ce sont des clubs dans lesquels les hommes se connaissent, se rencontrent, ont joué aux cartes, ont fait autre chose, joué au golf, etc. C'est comme ça que la camaraderie s'est installée, puis c'est comme ça qu'on arrive sur les conseils d'administration. Pas nécessairement parce que le curriculum vitae était impeccable. J'ai modifié mon projet de loi original de la parité pour avoir un projet de loi qui était sensiblement le même qu'en France, c'est-à-dire un maximum d'hommes ou de femmes de 40 ce qui est suffisant et qui fonctionne très bien pour s'assurer qu'on a un équilibre dans les solutions et la discussion sur toutes les avenues d'une entreprise qui veut progresser. Bon, écoutez, ça, c'est le premier pas. J'ai un autre projet de loi que je dépose sur la gouvernance. Alors, obligeant les administrateurs à ne pas siéger plus que quatre conseils d'administration.
Donc, on va libérer des places. Ça va permettre aux femmes d'entrer sur les conseils d'administration, première chose. Deuxièmement, de mettre un terme de 8 ans pour tous les administrateurs extérieurs, pas les membres de la famille, mais si une compagnie est une compagnie familiale, on ne mettra pas dehors les membres de la famille, mais en ce qui concerne les administrateurs extérieurs, oui. Donc, une autre chose, c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui va rester sur des conseils pendant 10-15 ans. Donc, on a un certain roulement. Et également la question, on a une émission qui s'appelle, où on dit la question qui tue. Bien, la question qui tue, c'était la rémunération. C'est-à-dire que dans mon projet de loi, je me dis que les employés ne doivent pas gagner, le management ne doit pas gagner plus de 20% le salaire moyen des employés de cette entreprise. Et les femmes répondent très bien à cette chose-là, puisque de toute façon, on ne parle pas de salaire de crève-faim, on parle quand même de salaires qui peuvent aller au-delà d'1 million de dollars. Mais d'avoir des écarts qui amènent des gens à être payés jusqu'à 10 millions de dollars par année, quand ce sont des entreprises comme les banques, il n'y a pas beaucoup de risques de la part des gens qui sont dans les banques. Ils sont tellement réglementés. Juste juste la loi sur les banques et les règlements, ça doit faire à peu près 1500 pages. Fait que quand ils ont obéi à tout ça, normalement, la banque, d'ailleurs, vous avez dû voir pendant la crise financière qu'il n'y a aucune banque canadienne qui a eu des problèmes majeurs. En fait, la pénalité, c'est pour chaque item, c'est 100 000 d'amende. Alors, on a fait une petite étude et j'ai aussi consulté des spécialistes, puis ils m'ont dit que probablement à 100 000 les gens commenceraient à réfléchir avant de violer la loi. Et puis si c'est passé, on mettra plus. Ben, en fait, moi, je pense que j'ai l'impression que 5 ans, c'est le maximum que moi je tolérerais là, pour faire la transition. Parce que, somme toute, il faut quand même qu'il y ait des gens qui partent. Donc, probablement qu'on remercie de leur service ou ajouter des membres du conseil d'administration, tout dépendant des. Alors, il y a des compagnies où il n'y a pas vraiment un gros conseil d'administration à ce moment-là. Ajouter 2-3 personnes, ça n'affecte pas là, vraiment le coût. Euh, alors, si on veut que ça soit adopté par toutes les entreprises qui sont listées à la bourse, il faut arriver avec un compromis moyen. 3 ans, il y a des entreprises qui sont capables de le faire, mais ça nuirait beaucoup à d'autres. Alors, je calcule que, je pense qu'en France, c'était 6 ans. Moi, je pense qu'on pourrait faire 5 ans ici. Je fais du mentorat avec beaucoup de dames de 20 ans jusqu'à 60 ans. Alors, c'était pas juste des jeunes, il y a des gens qui sont assez avancés dans leur carrière, qui font très bien dans leur carrière. Puis à un moment donné, quand plus vous arrivez proche du plafond, plus c'est difficile. Puis plus on a besoin d'être encouragé, parce que là, c'est vicieux. Les gens qui se battent pour les postes de haute direction, dites-vous que ça se fait pas avec des fleurs, hein, que ça se fait à coups des coups dans le dos. Alors, là-dessus, je suis un très bon stratège pour aider, protéger les jeunes femmes qui veulent avancer. Puis je pense que c'est important d'avoir quelqu'un comme ça pour échanger, pour que ce soit une relation de confiance. Et il y a deux sortes de mentorat. Le mentorat dans les entreprises, c'est-à-dire un senior d'une entreprise et le mentor d'une jeune femme. Et il y a le mentorat extérieur. Évidemment, moi, je préconise mentorat extérieur. Mentorat intérieur, j'ai toujours peur qu'il y ait un conflit d'intérêts entre la mentorée et l'entreprise. Que l'entreprise se serve des talents de la jeune femme et pas nécessairement l'avenir de la jeune femme. Tandis que si c'est quelqu'un à l'extérieur, si à un moment donné je dis t'avances plus, il faut que tu fasses d'autres choses, c'est très. Et on décide de rien. On fait juste ouvrir les avenues, montrer les voies. Et à part de vous dire d'oser, je vous dis, ben, se faire accompagner, c'est certainement quelque chose de très utile parce que vous avez quelqu'un
va vous aider à passer à travers les obstacles. Et puis quand on a vécu puis qu'on a eu des obstacles, moi, je n'ai jamais dit j'ai eu des échecs. J'ai eu des obstacles. Alors, puis j'ai perdu des élections, mais c'était pas plus grave que ça. Je me suis retournée de bord, puis je suis devenue vice-présidente d'une entreprise. C'est pas la fin du monde, là. C'est un domaine extrêmement difficile. En fait, simplement d'avoir confiance en elle et de réaliser ses rêves. Il n'y a pas de rêve trop fou. Je pense que si je parle de mon expérience, vous savez, en France, vous avez les écoles nationales qui vous trouvent des postes avant même que vous, sans même nécessairement que vous fassiez partie des plus grands cerveaux de la nation. On est beaucoup plus égalitaire que ça au Canada. Donc, au départ, le talent passe avant l'école où vous êtes allé et puis passe aussi avant les personnes que vous connaissez. Alors là, donc selon les sociétés, les gens sont beaucoup moins ici influencés par de quel milieu vous venez. Alors, j'en parle en connaissance de cause, là. Je viens d'une famille, d'une petite ville, d'une famille très modeste, dont le père n'a jamais occupé aucune fonction politique de sa vie. Mes parents étaient politisés, et moi j'étais politisée très jeune, mais parce qu'on était intéressé à la vie publique. Mais j'ai même déjà postulé pour un emploi et je dis à mon mari, je vais demander tel montant. Il me dit, mais voyons, ils ne voudront jamais. Et je lui ai répondu comme suit, mais voyons, as-tu déjà vu un employeur qui a dit à quelqu'un, vous ne me demandez pas assez? Ils peuvent nous dire, ben, vous exagérez un peu, mais alors on est mieux de commencer plus haut, quitte à baisser un peu nos aspirations. Mais c'est justement, il faut quand même ne pas avoir peur d'oser. Et je pense que la phrase la plus exacte, c'est n'ayez pas peur d'oser faire ce que vous pensez que vous devez faire.